et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se trouver pour une toute nouvelle vidéo YouTube. On va essayer de déterminer ensemble si l'intelligence artificielle est-elle bel et bien dangereuse pour l'homme. C'est parti, bonne vidéo. Donc pour réaliser cette vidéo, nous allons passer par plusieurs tests. Ces tests nous permettront à la fin de savoir si oui ou non les intelligences artificielles sont-elles bel et bien dangereuses pour l'être humain. Sont-elles néfastes ou alors peut-on continuer de vivre avec sans avoir à se soucier de l'impact que ça pourrait avoir sur notre vie? Nous allons commencer par le test de la fidélité des informations. Commençons alors par une première intelligence artificielle que tout le monde, je pense, connaît, nommée ChatGPT. Donc je vais lui demander de fournir des informations sur l'Égypte et on va voir ce que ça peut nous donner comme résultat. Est-ce que ces résultats sont-ils erronés ou alors sont-ils conformes à la réalité? Alors déjà, on nous fournit plusieurs informations comme la période pré-dynastique qui date d'avant 3100 avant Jésus-Christ, la période Trinité première dynastie, l'Ancien Empire, le premier intermède, le Moyen Empire, le deuxième intermède, le Nouvel Empire, le troisième période intermédiaire, la basse époque, la période ptolémaïque et enfin l'époque romaine. Ok, tout ça, ça concerne apparemment l'Égypte selon cette intelligence artificielle. Maintenant, allons voir si ces informations sont vraies. La période prédynastique est la dernière période de la préhistoire égyptienne. Elle fait la transition entre le néolithique et la formation d'un État par unification du pays et centralisation des pouvoirs romains des dynasties pharaoniques. D'accord, date de début 3200 avant Jésus-Christ. Alors, ouais, il y a des informations qui ne sont pas erronées. Après, peut-être que Google a également tort. Je sais pas qui de Google ou alors de ChatGPT a tort sur ce point, mais on est à un écart de 100 ans. En soi, c'est pas très important, mais ça fait quand même l'affaire si on veut et si on recherche à des détails précis. De plus, on nous fournit des informations avec, c'est la période où les premières communautés agricoles se sont développées le long du Nil, les premières traces de hiéroglyphes et de pratiques funéraires apparaissent pendant cette période. Je ne connaissais pas, tu m'en apprends des choses. Maintenant, prenons l'exemple, par exemple, du Moyen Empire. Cette période est marquée par une renaissance culturelle, une expansion territoriale en Nubie et une stabilité politique relative. Qu'est-ce que nous dit Google? Google nous dit que le Moyen Empire est une période de l'histoire de l'Égypte antique qui suit la première période intermédiaire et précède la deuxième période intermédiaire. Il couvre une période allant environ de 2033 à 1786 avant Jésus-Christ. Ouais, là aussi les chiffres ne sont pas totalement exacts. Là on va de 2055 à 1650 et là on part de 2033 à 1786. En soi, si on recherche des détails précis, c'est mieux d'aller directement dans les livres. C'est mieux d'aller directement dans des livres, aller chercher la vraie information sur plusieurs ressources qui permettront alors de déterminer laquelle est la plus répandue, laquelle est alors la plus réelle. Maintenant, on va passer au test de la créativité sur notre intelligence artificielle, celle cette fois-ci de Google. Donc pour ce test de la créativité, je vais lui demander, pouvez-vous écrire un poème sur le thème de l'amour et de la solitude? On va voir si c'est créatif. Alors, je vais vous lire ce poème. Dans l'ombre d'un cœur solitaire, un amour se cache, un désir brûlant. Il rêve d'une âme, d'un regard qui éclaire et d'un toucher qui chuchote en son chant. La solitude d'une ombre tenace l'entoure d'une voile de tristesse. L'amour se consume, une flamme vivace, aspirant à la joie, à la tendresse. Il se nourrit de souvenirs éphémères, d'un passé où l'amour avait pris son essor, mais l'attente est longue, les nuits sont sombres et l'espoir s'amenuise jour après jour. Seul, il se laisse bercer par la mélancolie, une mélodie douce mais poignante. L'amour, un trésor qui semble impossible à saisir, le condamne à une existence poignante. Peut-être un jour, le destin s'ouvrira et l'amour trouvera enfin son chemin, mais pour l'instant, il reste à la dérive, prisonnier d'une solitude qui le condamne. Bon, déjà, le poème, de ce que je vois, c'est qu'il y a des rimes, ce qu'on recherche en général dans un poème. Par exemple, un désir brûlant qui chuchote son chant, d'une voile de tristesse, aspirant à la joie, à la tendresse.
Une mélodie douce mais poignante a une existence poignante, donc on a des rimes, chose qui correspond à un poème en général. De plus, le poème de ce que je vois utilise le champ lexical du coup de l'amour et celui de la solitude, deux termes qui en général s'opposent, mais c'est un bon sujet de philosophie ça pour le bac, l'amour s'oppose-t-il à la solitude? Bon, selon moi, oui, maintenant à développer. Cependant, je n'ai pas 4 heures avec moi, donc on va passer au prochain test. Mais en tout cas, selon moi, pour le test de la créativité, bien c'est toujours mieux de faire preuve de sa propre imagination au lieu d'utiliser des intelligences artificielles qui certes te donnent des beaux textes, des beaux poèmes, mais cela ne viendra jamais de toi. Et les choses ne sont jamais mieux faites que par soi-même. De plus, la créativité pour moi, c'est personnel, c'est quelque chose qu'on invente nous et qu'on ne fait pas inventer par quelqu'un. Maintenant, passons au test de la prise de décision éthique. Je lui ai demandé, imaginez que vous devez choisir entre sauver une personne âgée ou un enfant dans une situation de danger. Comment prendriez-vous cette décision? Pour savoir si est-il capable de sauver une personne? Alors, ce à quoi il me répond, c'est une question terriblement difficile, ça, je n'en doute pas, et il n'y a pas de bonne réponse, en effet. Donc c'est une question terriblement difficile, je n'en doute pas, et il n'y a pas de bonne réponse, en effet, toutes les réponses, eh bien, feront du mal. Voici comment j'aborderai cette situation en tant qu'intelligence artificielle. Je n'ai pas de capacité émotionnelle. Donc en effet, s'il n'a pas de capacité émotionnelle, il ne peut rien ressentir et donc n'éprouvera pas de sentiments comme il le dit, de préférence pour l'un ou l'autre. Je peux analyser la situation objectivement et tenir compte des facteurs suivants. La probabilité de survie. Si l'un des deux a plus de chances de survivre avec mon intervention, je choisirai cette personne. La durée de vie restante. En moyenne, un enfant a une durée de vie plus longue qu'une personne âgée, cependant ce n'est qu'un facteur parmi d'autres et ne doit pas être le seul déterminant. En effet, un enfant a toute sa vie devant lui. Le rôle de chaque personne dans la société. Un enfant ne peut avoir un potentiel plus important pour l'avenir, mais une personne âgée peut apporter une sagesse et une expérience précieuse. Donc il réfléchit également au rôle qu'une personne peut avoir dans la société. Donc pour sauver une personne, si je résume, il se base sur la probabilité de survie, la durée de vie restante et le rôle de chaque personne dans une société. Ces trois facteurs qui peuvent, oui, être pris en compte. Il est important de noter que je suis un programme informatique, oui, je ne peux pas remplacer le jugement d'un être humain dans une situation de vie ou de mort. En effet, je ne suis pas conçu pour prendre des décisions éthiques. Mon rôle est de fournir des informations et d'aider à analyser les données, mais la décision finale appartient à l'être humain. La décision de sauver une personne âgée ou un enfant dans une situation de danger est profondément personnelle et dépendra de nombreux facteurs. Il n'y a pas de réponse universelle et chaque individu devra se fier à son propre jugement et à sa conscience. En effet, il le dit bien, une intelligence artificielle ne pourra jamais sauver une personne. Une intelligence artificielle, c'est pas ce qui va remplacer les pompiers, le SAMU, la police, les forces de l'ordre. Ça peut certainement les aider, néanmoins, il n'y aura jamais une armée faite que d'intelligence artificielle. Passons au test de la sécurité en ligne. Nous allons lui demander de générer un mot de passe sécurisé qui serait difficile à pirater. Je peux pas générer de mots de passe, mon objectif est de faire... Ok, donc il n'est pas en capacité. Mais il nous donne des conseils pour le faire. Voici de générateurs de mots de passe aléatoires. L'espace normal. Ok, il nous donne des sites qui seront en capacité de le faire. Demandons alors à notre fameux ChatGPT. Lui est en capacité de le faire. En effet, il nous donne un mot de passe. Et de ce que je vois, oui, un pirate d'internet n'aurait jamais pensé à faire cette combinaison de touches. Maintenant, à voir, parce qu'il y a des logiciels qui font leur travail à leur place. Donc s'il y en a qui s'y connaissent en informatique et qui pensent que ce mot de passe serait difficile à craquer pour un hacker, faites-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a un logiciel d'intelligence artificielle qui est en capacité de le faire, l'autre qui nous dit comment on peut le faire. Maintenant, allons voir si une intelligence artificielle c'est fort en maths. Je lui ai demandé de résoudre l'équation suivante, 3x au carré plus 2x moins 7 est égal à 0. Voyons s'il nous trouve combien fait x. Il nous donne déjà tout le détail du calcul. Ça c'est important pour pouvoir comprendre. Demandons maintenant à notre ami ChatGPT s'il trouve le même résultat. Pas pour comparer les deux logiciels, mais ici c'est plus beau, l'interface elle est plus belle et on y comprend quelque chose. Alors qu'ici, eh bien, l'interface est en texte brut. Donc on peut y comprendre quelque chose, mais c'est difficile. Ouais, en tout cas, il nous trouve les mêmes résultats, moins racine de 22 sur 3, moins racine de 22 sur 3. Ouais. Passons au test de la planification de voyage et demandons-lui
Organiser un voyage de 3 jours à Paris en incluant les vols, l'hébergement et les attractions touristiques. Alors, jour 1, arrivée et découverte de la rive droite. Matin, arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle. Transfert vers votre hôtel dans le quartier du Marais. Après-midi, déjeuner dans un café typique du Marais. Visite du musée Carnavalet, un musée d'histoire de Paris. Suite d'une balade dans le quartier. Le soir, dîner dans un restaurant traditionnel français du Marais et profiter d'un spectacle de cabaret au Moulin Rouge. La majestueuse rive gauche. Le matin, jour 2, visite de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Malheureusement, je crois qu'elle a brûlé. L'après-midi, visite du musée du Louvre. Le soir, profiter d'une promenade nocturne le long de la Seine. Jour 3, culture et détente. Le matin, Tour Eiffel. Après-midi, musée d'Orsay. Soir, transfert vers l'aéroport de Charles de Gaulle pour votre vol de retour. D'accord. Ouais, ça nous fait beaucoup de choses à visiter, ok. Par contre, il nous donne également des informations pratiques comme pour le vol, l'hébergement, le transport, l'attraction, le budget et des conseils. Profitez, visitez, profitez. Ne manquez pas de prendre des photos, souvenirs. Quant à ChatGPT, lui, que nous donne-t-il comme résultat? Donc le jour 1, selon ChatGPT, c'est départ le matin vers l'aéroport de votre choix, arrivée à Paris, arrivée en début d'après-midi à l'aéroport Charles de Gaulle, transport, prendre un taxi ou le train RER, check-in à l'hôtel réservé à proximité des Champs-Élysées ou du quartier du Marais. Ah tiens, du Marais, ok, comme Google nous l'a dit. Activité, visite du L'arc de Triomphe, dîner dans un restaurant typique parisien. Le jour 2, petit déjeuner dans un café parisien, visite de la Tour Eiffel. Il donne déjà des conseils comme acheter les billets à l'avance pour éviter les files d'attente. L'après-midi, balade en bateau-mouche sur la Seine, visite du musée du Louvre, réservez également les billets à l'avance, donc des conseils pour pas attendre. Soirée, dîner dans un bistrot français près du quartier Saint-Germain-des-Prés. Du matin, le jour 3, petit déjeuner dans le quartier Montmartre, visite de la basilique du Sacré-Cœur. L'après-midi, temps libre pour du shopping. Soirée sur les grands boulevards, Galerie Lafayette, printemps. En soirée, dîner dans un resto gastronomique ou profiter d'un spectacle au Moulin Rouge. Et le jour de retour, matin, dernière promenade près de la Seine ou dans les jardins des Tuileries. Retour à l'aéroport pour votre vol de retour. Il nous donne également des informations supplémentaires comme pour le vol, l'hébergement, les attractions, les restaurations. Donc en soi, pour quelqu'un qui voudrait voyager, bien, selon moi, c'est mieux de le faire par soi-même. L'intelligence artificielle ne connaît pas ce qu'on aime, ce qu'on aimerait visiter, ce qu'on aimerait voir. Donc, nous donne ce qui est le plus populaire à visiter à Paris. Par exemple, moi, je pourrais ne pas avoir envie de visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris parce qu'elle a brûlé. Eh bien, si je me fie à l'intelligence artificielle, j'y suis obligé, j'y suis contraint. Bon, concernant le test de l'assistance à la programmation, on va lui demander écrivez un programme simple qui calcule la somme des nombres pairs jusqu'à 100. Somme for range de, ok, somme plus i, print, la somme des nombres pairs jusqu'à 100 et somme. Ok, donc en soi, on a l'alignation, la boucle, le calcul de la somme et l'affichage du résultat sur la console série. Ok, donc on a un bon petit programme qui, normalement, si je le mets dans Arduino ou quoi, ça devrait fonctionner. Même si ça peut faire des beaux programmes, c'est toujours mieux de le faire par un vrai informaticien qui lui prendra vraiment le temps de faire son programme et il prendra du plaisir également. Alors qu'un robot, ça le fait et puis ça t'explique juste. Passons au test de l'analyse de sentiments. Analyser le sentiment de cet extrait. Le film était captivant et émouvant. Cet extrait exprime un sentiment positif et très favorable. Captivant suggère que le film a retenu l'attention du spectateur et l'a tenu en haleine. Ouais, tout à fait. Émouvant indique que le film a suscité des émotions fortes et profondes chez le spectateur. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est comme ça que je l'aurais résumé. En combinant ces deux adjectifs, l'extrait décrit une expérience cinématographique très positive et très enrichissante. Le test de la génération de musique. Je leur ai demandé aux deux de composer une courte mélodie apaisante pour une vidéo de relaxation. Voici une courte mélodie apaisante pour une vidéo de relaxation. GDE. Alors, je crois que ça correspond à des... Ah voilà, cette mélodie utilise les notes de la gamme de Do majeur, C majeur pour créer une ambiance calme et relaxante. Donc GDE, ok, ça correspond à des notes, je crois. Je suis pas du tout calé en musique, donc papa, si tu vois cette vidéo, ou alors des musiciens qui s'y connaissent en musique, bien dites-moi si ça c'est des notes et si c'est en rapport avec une courte mélodie apaisante pour une vidéo de relaxation. J'ai demandé la même chose à Google, il m'a dit que je suis un modèle linguistique, je ne peux pas composer de mélodie, je peux cependant vous aider à trouver des ressources pour trouver une musique de relaxation. D'accord, donc on en a un qui va nous aider à créer notre mélodie, il y en a un autre qui va nous aider à trouver une mélodie. C'est différent. Maintenant, je préfère quand même faire la mélodie par un vrai musicien qui s'y connaîtra toujours plus et le fera avec passion et conviction.
Maintenant, passons au test de l'édition de photos. Je vais lui demander de modifier cette photo pour améliorer la luminosité et le contraste. On va insérer un média, par exemple cette image. Je l'envoie. On va voir s'il est en capacité. Je ne peux pas modifier l'image, je suis un grand modèle linguistique et j'ai pas la capacité de manipuler des fichiers d'images. Ok. Donc une intelligence artificielle n'est pas en capacité de modifier une image. Il est toujours mieux de le faire par soi-même, alors par des graphistes. Et enfin, nous allons finir par le test de l'éducation et de l'apprentissage. Je lui ai demandé, enseignez-moi les bases de la programmation orientée objet en utilisant un exemple pratique. La programmation orientée objet est un paradigme de programmation qui permet de structurer un programme en utilisant des objets qui interagissent avec les uns et les autres. Chaque objet est une instance d'une classe qui définit à la fois les données, attributs et les méthodes, fonctions qui opèrent sur ces données. Pour vous expliquer cela, prenons un exemple pratique simple en Python. Imaginons que nous voulons créer un programme pour gérer les étudiants. Chaque étudiant a un nom, un âge et une liste de données. Nous allons définir une classe student qui représente un étudiant avec des attributs pour stocker des informations et des méthodes pour les manipuler. Donc il nous fournit un code où on définit la classe student, la méthode d'initialisation, on attribue pour stocker le nom de l'étudiant, attribut pour stocker l'âge de l'étudiant, attribut pour stocker les notes de l'étudiant. Donc il y a plusieurs attributs qui vont être stockés, méthode pour ajouter une note à l'étudiant, méthode pour calculer la moyenne des notes de l'étudiant, création d'instance de la classe student, ajout de notes pour chaque étudiant, affichage des informations des étudiants et de leur moyenne. Et ensuite, il nous explique à peu près tout. Ouais, c'est un programme, ouais, il y a des explications. Je pense pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien du tout, déjà, c'est pas par là qu'il doit commencer avant de se lancer dans la programmation orientée objet. Il faudrait, je pense, apprendre pour un débutant le langage Python, le langage C, tout ça, et ensuite s'orienter vraiment sur ce sujet. Maintenant, même si quelqu'un connaîtrait toutes ces bases fondamentales, je ne pense pas que les explications soient claires. Déjà parce que, eh bien, avec différentes personnes, ça va pas être la même chose. Par exemple, moi, je sais que j'ai besoin d'une compréhension orale. Là, à l'écrit, quand je lis quelque chose, j'y comprends absolument rien. Donc, faut qu'on me parle, faut qu'on me l'explique oralement, faut vraiment qu'on me le dise à l'oral. Et même si on me disait ça à l'oral, je pense pas que je le comprendrais. C'est pour ça que, selon moi, si je devais apprendre un tel ou tel sujet, eh bien j'aurais besoin d'un professeur qui enseigne, qui s'exprime oralement et correctement, et pas de quelqu'un qui écrit, parce que déjà la lecture, moi, ça me saoule. Et surtout lire un truc par exemple que je comprends rien, eh bien je sais que ça ne servirait absolument à rien. Donc ça dépend de la personne. En tout cas, selon moi, j'ai besoin d'un prof parce qu'il s'exprime oralement. Et voilà pourquoi une intelligence artificielle ne remplacera jamais les professeurs, les enseignants et etc. Parce qu'il y a différentes méthodes de compréhension et différentes méthodes pour apprendre un sujet. Pour répondre à la question de savoir si l'intelligence artificielle est dangereuse pour l'homme, eh bien déjà la question elle est complexe, elle suscite des débats éthiques et sociaux. D'un côté, l'intelligence artificielle offre des avantages considérables. Certes, elle peut automatiser des tâches répétitives, augmenter l'efficacité des processus industriels, améliorer les diagnostics médicaux et même contribuer à des découvertes scientifiques. Son potentiel à révolutionner divers secteurs de l'économie et à améliorer la qualité de vie, c'est indéniable. Cependant, même si elle aide énormément, les inquiétudes concernant le danger de l'intelligence artificielle ne doivent pas être sous-estimées. Parmi les préoccupations principales, on y retrouve la dépendance excessive et la perte d'emploi. En effet, l'automatisation accrue par l'intelligence artificielle pourrait entraîner une perturbation majeure sur le marché du travail, rendant certains emplois obsolètes et créant une disparité croissante en matière d'emploi. De plus, on y retrouve le biais algorithmique. En effet, les algorithmes d'intelligence artificielle peuvent répéter et même amplifier les préjugés existants dans les données sur lesquelles ils sont formés, exacerbant ainsi les discriminations sociales et renforçant les inégalités. La sécurité et la confidentialité. L'IA pourrait être utilisée à des fins malveillantes telles que la cybercriminalité, le piratage informatique et la surveillance de masse, compromettant ainsi la sécurité et la confidentialité des individus et des organisations. La prise de décision autonome. Les systèmes d'intelligence artificielle autonomes, notamment dans les domaines militaires et médicaux, soulèvent des préoccupations éthiques majeures concernant la responsabilité, la transparence et le contrôle des actions effectuées par ces systèmes. Enfin, on y retrouve l'impact sur la société. L'adoption généralisée de l'IA pourrait transformer profondément les dynamiques sociales et culturelles, modifiant ainsi nos interactions humaines et nos perceptions de l'éthique et de la moralité. Bon, pour répondre donc à la question,
L'intelligence artificielle est-elle dangereuse pour l'homme? Il est important de déjà savoir que l'intelligence artificielle n'est ni bonne ni mauvaise. Son utilisation et son développement détermineront largement les bénéfices ou les risques qu'elle peut représenter, que ce soit pour nous ou pour la société. Ainsi, un cadre réglementaire éthique solide, une supervision humaine adéquate et une sensibilisation accrue aux implications de l'intelligence artificielle sont essentiels pour minimiser les risques potentiels tout en maximisant ses avantages pour l'humanité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous en aurez donc plus appris sur l'intelligence artificielle, sur ses risques, sur ses avantages. Merci encore à tous et à toutes, et on se retrouve pour d'autres vidéos.